Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la semaine éco et un nouveau débat sur l'actualité économique nationale. Le secteur de l'immobilier qui, après avoir connu pendant plusieurs années une augmentation vertigineuse de prix, connaît actuellement une stagnation. Alors, entre autres raisons, la mesure engagée par l'État en août 2015, celle qui oblige les Algériens à recourir au paiement par chèque pour les transactions immobilières qui dépassent la valeur de 5 millions de dinars. C'est entre autres mesure qui a concouru à la stagnation de ces prix, mais en dépit des lois et en dépit de ces mesures, le marché de l'immobilier continue encore et toujours à échapper au circuit formel, au circuit conventionnel, ce qui rend la sphère immobilière d'abord fragile, mais aussi un repère pour les opérations délictueuses, pour les opérations notamment de blanchiment d'argent, de blanchiment de fonds émanant d'activités qui sont informelles, mais aussi le blanchiment d'argent issu d'activités criminelles. C'est le débat qu'on vous propose de suivre ce soir avec nos invités, de savoir quel rôle peut jouer les différents acteurs du secteur immobilier, c'est-à-dire agences immobilières, promoteurs immobiliers, notaires, avocats, pour justement lutter contre le blanchiment d'argent de manière générale. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Hakim Djama, vous êtes agent immobilier et expert dans le secteur immobilier. Merci d'être avec nous. Monsieur Abdelrahman Benyamina, bonsoir et merci d'être là. Vous êtes expert consultant judiciaire et en immobilier. Vous êtes également enseignant à l'École supérieure de la magistrature, également enseignant à l'École supérieure internationale qui forme les agents immobiliers. Les experts plutôt. Les experts immobiliers, merci d'être avec nous. Monsieur Latfi Ramdani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur du site elkalia.com et vous êtes également expert agréé en lutte antifraude. Merci d'être avec nous. Et à vos côtés, monsieur Abdelhakim Ahmidet, bonsoir. Vous êtes le président de la FNAI, la Fédération nationale des agences immobilières. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'aller voir de plus près le comportement des Algériens, votre comportement, mesdames et messieurs, par rapport à lorsque vous avez besoin d'acheter ou de louer un bien immobilier, un local, une villa, une maison. Quel recours avez-vous? Allez-vous vers les agences immobilières ou non? De quelle manière, pour quelles raisons surtout? Les transactions immobilières aujourd'hui échappent au circuit conventionnel, celui des agences immobilières. Le reportage est de Nesserine Ben Saïdi. Aujourd'hui, pour réaliser n'importe quelle transaction immobilière, beaucoup ont recours à ce qu'on appelle communément les courtiers. En effet, ce secteur stagne en faveur des acteurs informels qui préfèrent négocier leurs biens immobiliers dans des cafés. Par le biais d'un voisin, on a trouvé au 3e étage beaucoup mieux et beaucoup moins cher. Le taux réel, il est de 9% par exemple, mais en réalité des choses, peut-être c'est 15, peut-être c'est 20, suivant la déclaration exactement du locataire ou bien de l'acquéreur. Donc il y a un taux qui n'est pas encore... Bon, les agents, c'est un peu, on peut dire que c'est un peu arnaqué. ما قلناش لاجونس ما كاش كاع ولكن انا قلت لك من ناحيه بونسونطاج من ناحيه التفاهم من النهار الاخر شويه صعيبه معاهم. Dans cette agence immobilière, nous avons rencontré Madame Zebantout Samira, agent immobilier. C'est une question de prix, monsieur Redouane. Elle nous confie que malgré la qualité des services que fournit son agence, ils ont enregistré une baisse considérable en ce qui concerne les transactions immobilières. Et qu'on le veuille ou non, on est en pleine crise. Actuellement, ce qui se passe, c'est que les prix, il n'y a pas un marché, il n'est pas stable, le marché est instable. Le président de la FNAI il a donné un exemple, il dit l'immobilier, l'immobilier, c'est tout le monde. Il est clair que le marché informel a ralenti le secteur de l'immobilier. Mais ce n'est pas la seule raison. Ainsi, la flambée des prix du mètre carré, les différents programmes de logement lancés par le gouvernement, des raisons qui ont fait que le marché de l'immobilier se retrouve perturbé. Avant, il y avait plus de sociétés étrangères. Les sociétés étrangères cherchaient la sécurité, cherchaient le confort.
automatiquement les prix étaient élevés parce que le propriétaire, dès qu'il a affaire à un étranger, il augmente son prix. C'est lui qui augmente le prix. De nos jours, l'étranger se fait rare. Donc qu'est-ce qu'ils font les propriétaires? Ils se rabattent vers les nationaux. Et les nationaux, qui prend une villa à un prix élevé? C'est les hauts cadres qui travaillent dans des grosses boîtes dont la société prend en charge le loyer. Et même maintenant, ça a changé. Les sociétés ne prennent que 50% du loyer du cadre. Ce n'est plus à 100%. En tant qu'agence, on est pénalisé parce que je préfère faire 2-3 transactions par mois que de faire une transaction chaque 6 mois. Pourquoi? Parce que les prix sont chers. Et actuellement, il y a beaucoup de personnes qui disent pourquoi je vais acheter en Algérie? C'est de la folie. Je préfère acheter en Espagne. Il y a beaucoup de clients qui disent à 400-500 millions, je vais acheter un appartement en Espagne. Ça parle de milliards. Les transactions illégales des lots de terrain, les sous-déclarations du bien immobilier et les ventes par procuration notariée sont devenues des pratiques courantes qui s'ajoutent aux maux que vivent les agents immobiliers. Nous, on est là, c'est bien, les agences. Mais quelqu'un qui veut frauduler, il préfère passer pas par une agence, il va passer par un intermédiaire qui est dans le coin, caché, en toute discrétion, etc. Donc maintenant, si on veut faire quelque chose, l'idéal c'est quoi? C'est déjà organiser les choses, encadrer cette profession pour déjà arrêter ce fléau. L'immobilier est devenu une valeur refuge pour le blanchiment d'argent. Ainsi, une grande partie de ce genre de transactions relève du marché informel. Les agents immobiliers considèrent que la lutte contre ce genre de pratiques est l'une des actions prioritaires en vue de mettre de l'ordre dans ce secteur. On vient donc d'écouter le point de vue de citoyens algériens, mais aussi le point de vue de responsables d'agences immobilières. Alors, entre autres choses, j'imagine que vous avez énormément de choses à dire et en réaction par rapport à ce qui a été dit. Entre autres choses, il a été évoqué la question d'une crise. Selon, en tout cas, les gens qu'on a écoutés dans le reportage, serions-nous plutôt dans une crise des agences immobilières aujourd'hui? Est-elle accentuée aujourd'hui plus qu'avant, selon vous? Si vous permettez, Monsieur, parce que ça touche vous vous sentez interpellé, évidemment. Bien sûr. Donc la crise, on la sent en tant que professionnel, on la sent. C'est une crise réelle. Pourquoi? Parce que l'informel prend le dessus par rapport à ce qui se passe dans l'économie algérienne, pas uniquement dans le domaine de l'immobilier. Dans tous les domaines, c'est l'informel qui prime en Algérie. Exceptionnellement en immobilier, on voit que 80% des parts de marché sont à l'extérieur du cercle formel. C'est-à-dire que l'agent immobilier aujourd'hui, il se retrouve presque dans le chômage. Donc, pour ainsi dire, avoir un marché régulé, contrôlé ou tracé, c'est pas évident pour le moment. Si ça continue comme ça, croyez-moi que l'agent immobilier déposera les clés sous le paillasson et partira dans le café du coin pour essayer de travailler comme les autres. Voilà donc à peu près. S'aligner, donc le formel aurait plus d'intérêt à s'aligner à l'informel. Il a pris le dessus et nous avons constaté que l'informel est plus important aujourd'hui. Être dans l'informel, c'est mieux que d'être dans le formel. C'est l'impression qu'on donne à l'Algérien et surtout à l'agent immobilier. L'agent immobilier aujourd'hui, avec toutes les charges et tous les problèmes qu'il a, il est dit dans le reportage, on se retrouve avec une transaction par année. Par contre, le Samsar du coin, il se retrouve avec 10 à 15 transactions par année. Il y a cette, comment dirais-je, discordance ou ce déséquilibre qui ne peut pas demain, parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est le blanchiment d'argent. Si on continue comme ça, on ne pourra jamais tracer les transactions, puisque ça se passe à l'extérieur du cercle formel. Monsieur Al-Hamdani, est-ce que vous pensez justement que finalement, le marché algérien s'oriente vers un informel, en parlant du secteur immobilier, bien entendu? Non, je pense que non. En fait, la solution, en tout cas, à ce problème des agences immobilières, ça serait de lutter contre le blanchiment d'argent. Parce que si on veut définir le blanchiment d'argent, c'est de donner un aspect licite
à des revenus illicites. Et ça peut être soit le fruit d'un crime, vente de drogue, de stupéfiants, ou même en fait une activité qui est réglementée, qui est l'activité d'agence immobilière, où il faut un agrément pour exercer cette profession. Et si on l'exerce son agrément, on est hors la loi. Et tout l'argent qu'on peut récolter de cette activité, et hors la loi il aussi. est illicite. Et du coup, on va essayer de le blanchir, d'essayer de l'investir ou de le rentrer dans le circuit financier. Et c'est là tout l'intérêt de la lutte anti-blanchiment. Et aujourd'hui, pourquoi on parle de lutte anti-blanchiment dans le secteur de l'immobilier? Parce qu'en fait, on a l'impression que cette frange de professionnels n'est pas sensibilisée aux obligations qui dicte la loi sur la lutte anti-blanchiment, la 05-01. Et du coup, si on a une lutte effective et efficace dans tous les secteurs, de facto, au fait, le courtier, au fait, c'est une activité réglementée aussi. Hein. Oui, donc, il est difficile de trouver un nom à ces personnes-là. On peut l'appeler samsar, comme samsar, on l'appelle. voilà, oui, mais difficile de trouver l'équivalent en français. C'est ça, en fait, le samsar, en fait, cette activité, c'est en luttant contre le blanchiment d'argent et le financement de terrorisme, on va lutter contre cette activité. Donc le fait de gagner beaucoup d'argent, il aura beaucoup de mal pour blanchir cet argent et de l'injecter dans le circuit financier. Et du coup, ça sera plus rentable pour lui, même s'il gagne beaucoup d'argent, s'il ne peut pas les investir. Et c'est tout le but d'un blanchisseur d'argent. Alors justement, avant de rentrer plus en détail dans la question justement du blanchiment d'argent, aujourd'hui, est-ce que c'est du domaine du possible que d'inverser la vapeur, on va dire, passer du samsar à une activité, à des agences immobilières peut-être plus nombreuses et plus florissantes. Allez-y, monsieur. Voilà, je vais essayer quand même de définir l'implication de l'agent immobilier dans le marché de l'immobilier. Que ce soit dans le domaine de la prévention, de la lutte contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme, l'agent immobilier est là aussi, la structuration en termes de régulation, de perspective ou même de prospective. L'agent immobilier est un acteur essentiel. Et il faut que les pouvoirs publics doivent l'associer comme un partenaire. Mais réglementairement, est-il un partenaire de facto dans cela? C'est la question. C'est ce qu'on décrit justement. Et on essaye d'avoir, comment dirais-je, que ce soit l'agent plutôt soit un partenaire. Il faut qu'il y ait des dispositions, qu'un véritable partenariat. Ensemble, les pouvoirs publics ou l'administration et l'agent immobilier qui est sur le terrain au quotidien, c'est une banque de données qu'il peut transmettre. C'est les yeux de l'administration, l'agent immobilier, qu'il peut transmettre à l'administration. Ensemble, agent et administration conjuguant ses efforts pour l'harmonisation, de ce marché immobilier. Très bien. Voilà. Tout d'abord, bonjour. Pour une première, je commence par vous remercier, madame, pour cette invitation et de par votre émission. Je remercie Canal Algérie. Moi, si vous permettez, cette notion de crise, permettez-moi de la réajuster. Parce que je m'interroge sur une chose. Est-ce qu'on est en train de parler de la crise des professionnels ou de la crise de l'immobilier? Moi, si j'ai bien compris le titre de cette honorable rencontre, qui est dans l'intérêt du citoyen, surtout pour l'éclairer, c'est le secteur de l'immobilier. Et si vous permettez que je dise une chose, je considère que le citoyen, qui est l'acquéreur principal, premier et fondamental, est en crise depuis longtemps. Donc, essayons de parler surtout de la crise de l'acquéreur, de celui qui veut acheter ou vendre, mais surtout de celui qui veut acheter, et j'aurai, Inch'Allah, l'opportunité de développer le pourquoi. Certainement, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi, et c'est le terrain aussi. L'agent immobilier est un acteur principal, mais il y a une chose qu'il faut noter, ce n'est pas le seul acteur. Il y a plusieurs acteurs. Et pour pouvoir distinguer les acteurs, je pense que la première des choses à mettre en exergue, c'est le processus, c'est le process. Parce que si on veut maintenant répondre à cette question qui est le secteur de l'immobilier et par la suite avec notre spécialiste, M. Ramdani, le blanchiment, je pense qu'il faut se mettre d'accord sur une terminologie qui est réglementée,
qui est en pratique. Et il y a une chose, je l'ai dit et je le dis, ça fait 27 ans que je suis en pratique, nous avons un arsenal de réglementation assez puissant. On se posera la question, qui doit l'appliquer et qui doit être informé. Le process, il est simple. Quelqu'un veut acheter un bien ou quelqu'un veut produire un bien. Il achète un terrain, qu'il soit propriétaire, qu'il soit promoteur. Puis après, il vient, il construit du bâti sur ce terrain. Mais c'est quoi l'immobilier? Est-ce que c'est le terrain? Est-ce que c'est le bâti? Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais réglementairement parlant, pour ne pas encombrer le citoyen dans les textes qui nous incombent à l'éclairer sur ces points, l'immobilier est un mariage consenti, je dis bien consenti, entre le terrain et le bâti. Pourquoi je parle de consentement? Parce qu'il y a une réglementation qui est le droit des sols, qui informe ce bâti et lui dit « Attention, pour vous recevoir sur mon terrain, vous devriez respecter ce droit des sols. » Si je veux vulgariser ce terme par rapport aux citoyens, c'est ces actes d'urbanisme, c'est ce permis. Donc attention, la crise, c'est la crise du citoyen. Le citoyen. Oui, justement, vous disiez que c'était le citoyen qui était davantage en crise que les agences. J'imagine que c'est aussi un sujet à débat, mais en quoi justement est-il en crise? Est-ce que vous parlez de l'accès? Est-ce que vous parlez du prix? Surtout ça. Je parle parce que c'est quoi une crise pour un citoyen? C'est le déséquilibre fatal entre ses revenus et ses capacités d'acheter. Quand le citoyen se retrouve à ne pas pouvoir acheter, même si là le montant, il n'arrive pas à avoir les 15, les 20 millions de dinars, mais surtout la grande difficulté, quand nous avons des banques et le citoyen ne peut pas aller faire cette banque pour demander ce crédit, parce qu'il y a un autre problème qui se pose, c'est cette capacité de remboursement qui est supérieure à ses revenus salariés. Donc la crise, elle est là. Mais je porte une deuxième interrogation, je cède la parole à mes collègues, loin de moi de la monopoliser, mais surtout, est-ce qu'on est en crise? De par définition, la crise, c'est la solution à une bulle. Donc, en fin de compte, la bulle, la question qui se pose, est-ce qu'on est en bulle? Je préfère laisser d'abord le sujet avancer et je vous remercie. Ce que je voulais dire en introduction, c'est dire, pour essayer de déballer un petit peu et de planter le décor. De planter le décor et essayer de voir cette loi 0501 par rapport à l'activité de l'agent immobilier. La crise, c'est une autre histoire. Moi, je parle de la crise de l'agent immobilier. Pourquoi? Parce que la loi 0501, l'agent immobilier est un élément important dans les déclarations de soupçon. C'est dire que la loi, elle est là. Pourquoi j'ai dit 80% de transactions sont à l'extérieur? Ça veut dire que la loi 0501 ne pourra jamais être appliquée si on continue dans cette crise et dans ce marché informel. Voilà un petit peu ce qui se passe. Le terme d'aujourd'hui, c'est le blanchiment d'argent. Le paradoxe étant que M. Benhamina a dit que les Algériens étaient en crise, qu'ils avaient des difficultés à accéder aux logements, aux locaux également, mais que parallèlement à cela, on dit 80% sont dans le circuit informel. Donc, il doit bien y avoir un souci quelque part. Non, ce que je voulais dire par là, c'est vrai ce que dit... C'est-à-dire qu'il y a une demande. Non, il y a une demande. Non, le problème qui se pose, restons dans le contexte, c'est dire... La loi 0501, comment l'appliquer? Il y a des acteurs qui ne sont pas des institutions financières, qui sont les professions libérales, telles que les notaires, les agents immobiliers, les huissiers, les promoteurs, là où transite beaucoup d'argent. Moi, ce que je veux dire par là, comment comptez-vous appliquer cette loi s'il y a un marché informel qui domine l'économie algérienne? C'est la question qui est posée. Moi, je réponds à M. Rouidet que c'est la solution est dans la 0501, dans la loi en fait. Parce que la loi, pourquoi il y a beaucoup d'assujettis? Parce qu'il n'y a pas que les banques. On a cette idée reçue qu'il n'y a que les banques qui luttent contre le blanchiment d'argent. C'est faux. Parce qu'on la liste des assujettis, ce qu'on appelle assujettis, c'est tous les métiers qui ont l'obligation de lutter contre le blanchiment d'argent. On a les banques et les institutions et les établissements financiers. Mais on a aussi les agents immobiliers, les notaires, les commissaires aux comptes, les architectes, les promoteurs. Et au fait, pour contrer ces gens qui travaillent dans le noir, c'est le jour où il va essayer d'utiliser son argent
il va essayer soit d'acheter de l'immobilier, d'acheter une voiture ou passer carrément à la banque. Et c'est là, en fait, quand on a plusieurs acteurs, plusieurs remparts, on parlait la dernière fois lors de la journée de sensibilisation qu'on a organisée de remparts, et on disait que l'agent immobilier, le professionnel immobilier, c'est le premier rempart à la lutte anti-blanchiment. C'est pas le seul. Il y a la banque, et après, quand on a beaucoup de remparts, on a l'agent immobilier, donc on va essayer, si l'agent immobilier faille à ses obligations, donc on a derrière le notaire qui va essayer de détecter le soupçon et faire la déclaration de soupçon. Et après, si on dépasse, si le notaire il n'arrive pas ou il ne le voit pas, on a la banque derrière. En fait, c'est tout un système, tout un écosystème qu'il faut mettre en place et de sensibiliser tout le monde et veiller surtout de l'application de cette loi. Comme disait M. Benyamina, l'arsenal juridique est là. Encore faut-il qu'il soit... on a commencé en 2005 avec la 0501, il y a eu la 1202, il y a eu la loi sur le gel, il y a eu le décret exécutif qui interdisait, qui obligeait le passage par la banque pour toutes les transactions dépassant les 5 millions, mais pas que. Tout le paiement aussi. Un agent immobilier, quand sa rémunération dépasse le 1 million de dinars, ça doit passer aussi par le circuit bancaire. Donc il ne faut pas l'oublier. Donc en fait, 5 millions. Non, 1 million de dinars. 5 millions pour la transaction immobilière. Donc après, si vous prenez les 1%, vous vendez un bien qui coûte 100 milliards, vous avez 1 million de dinars d'honoraires. Ces honoraires, vous n'avez plus le droit de les recevoir en cash, il faut passer par la banque. Et en fait, on essaye, donc, depuis 2005, de mettre de la législation. En fait, le fruit de cet arsenal juridique, on était récemment dans la blacklist du GAFI. Le GAFI, c'est le groupe d'action financière internationale. Et on en est sorti justement. On est sorti grâce à notre arsenal juridique. Donc aujourd'hui, l'arsenal juridique est là. Là, on est passé dans une autre phase, c'est l'efficience, l'efficacité, et tous les acteurs sont impliqués. Est-ce que les promoteurs immobiliers suivent également? Est-ce qu'ils sont acteurs dans la lutte également? Parce que on sait, tout Algérien sait que les promoteurs immobiliers, ceux qui construisent, ne sont pas contre prendre du cash et donc vous savez, échapper à un circuit il y a une réalité. À la bonne pratique. Non, il y a une réalité économique. Il ne faudrait pas que... C'est bien, nous avons des expériences là, sur le plan théorique, il y a un arsenal juridique, mais le concret, vous savez que dans l'informel, il y a aussi de l'informel. Vous savez que dans l'informel, quand on dit dans l'informel, c'est dire qu'on ne passe pas par un professionnel pour échapper un petit peu à tous ces contrôles, d'après la loi 0501, mais on est dans l'informel de l'informel, c'est dire qu'on fait des transactions sans laisser de traces, en essayant uniquement d'avoir une reconnaissance de dette et une procuration générale. Et c'est un marché aussi très important. Les gens qui vendent avec des papiers timbrés, les gens qui vendent avec des procurations, c'est un marché aussi. Comment contrôler tout ça? Mais c'est à leur risque et péril. Non, d'accord, mais après, ils ne sont pas protégés. Non, mais il y a de l'argent qui circule. Monsieur Benyamina. Allez-y, je vous en prie. Allez-y. Je vous remercie. Moi, juste une précision de ce point de traçabilité. Si vous permettez que je réajuste. C'est quoi une traçabilité d'abord d'une transaction immobilière? Avec tout le respect que je dois à l'agence immobilière, effectivement, je le dis, je le redis, je le confirme, je le souligne, c'est un acteur important. Mais je reviens à dire que c'est un acteur parmi tant d'autres. Donc, en fin de compte, la traçabilité. Supposons qu'une agence immobilière est absente d'une transaction. Et attention, ça peut arriver, il y a le PAP, de particulier à particulier. Est-ce que vraiment on perd toute la traçabilité? En dehors de ce marché, si vous permettez que je diverge avec vous, que je considère étroit, d'acheter en reconnaissance de dette, d'acheter en papier timbré, le papier timbré est réglementé depuis 1er janvier 71, donc la traçabilité est liée. Pourquoi liée? J'achète sous réserve du prix que je déclare. Et là, je laisserai le soin à M. Ramdani de développer par rapport au blanchiment. Si vous permettez juste l'idée, sinon, si vous voulez parler, je vous laisse, pas de souci. Donc, mais la traçabilité, finalement, en fin de compte, qu'est-ce que je fais? Je me déplace chez le notaire. Même si je ne passe pas c'est la garantie légale. Le notaire est la garantie légale. Je termine juste l'aboutissement de cette transaction. Je passe chez le notaire, et le notaire, de par sa mission juridique et réglementaire, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre le dossier au niveau de la conservation, il va prendre le dossier au niveau de la fiscalité. Mais la traçabilité, elle est là. Maintenant, la qualité de cette traçabilité par rapport au prix,
effectivement, elle est discutable. Ah ben justement, le prix c'est justement l'un des talons d'Achille des transactions immobilières. On est souvent à quelques zéros de moins par rapport à la valeur réelle. Mais là, il y a une toute petite nuance, mais c'est une bombe sur le marché immobilier. Énormément de nuances, et j'apporte la précision, énormément de nuances entre le prix et la valeur. Et là, à un moment donné, je me pose la question et je m'adresse principalement à M. Ouidat. Il est là sur le terrain, même si l'expert n'apporte pas que de la théorie. L'expert, il est là, il évalue sur le terrain, il fait de l'expertise immobilière, il détermine une valeur. Vous voulez dire que les biens immobiliers ne sont pas évalués à leur juste valeur? Absolument, à leur juste valeur. Ils ne sont pas vendus plutôt. Absolument. Mais cette juste valeur, le citoyen ne la connaît pas. Et pourquoi il ne la connaît pas? Parce que pour déterminer cette juste valeur, et aussi qui est réglementée depuis 2010 au niveau des normes financières. Donc on parle de juste valeur et on ne parle pas d'une valeur comme ça. C'est quoi la juste valeur? Elle est déterminée par un expert professionnel, et cet expert professionnel doit articuler sur 4 pivots. Je dis ça et je vous cède la parole. L'articulation de droit, l'articulation technique, l'articulation économique et l'articulation fiscale ou financière. Ces 4 articulations, le citoyen ne les connaît pas, il ne peut pas les connaître. Il s'adresse à l'agence, l'agence parle de prix. Le prix, c'est la finalité d'une transaction, à quel prix je me suis convenu avec monsieur X pour vendre ou acheter cet appartement. Par contre, la valeur, c'est la trajectoire de l'expertise et elle permet aux citoyens de lui donner... Mais les prix ne sont pas dits ou donnés à leur juste valeur, que ce soit une agence ou que ce soit un opérateur, enfin un courtier, on va dire. Hakim Jamal, qu'en pensez-vous? Il y a un manque de visibilité sur la valeur réelle, absolument, quel que soit finalement le circuit. Tout à fait normal, parce que l'agent immobilier n'est pas le seul intervenant dans le marché. D'ailleurs, pour parler des fausses déclarations, on est impuissant d'imposer une hauteur de déclaration de prix, par exemple comme le barème ou je ne sais pas, la hauteur à déclarer la valeur réelle du bien. Voilà, du bien. Donc on est impuissant. Qui aujourd'hui pousse qui aujourd'hui des acteurs du secteur immobilier est le plus sujet à sous-facturer ou surfacturer? Puisqu'il y a dans l'une et l'autre situation, il y a un objectif. Non, écoutez, il y a, depuis l'indépendance, l'Algérien a pris ces habitudes de sous-déclarer, parce que ça a commencé par un premier et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que celui qui a acheté pour 100 000 dinars en 62, il est obligé parce qu'il y avait la plus-value dans un certain temps, qui était très lourd, il y avait tout l'argent qui devait être bloqué. Donc ça a permis à l'Algérien comment dirais-je, un petit peu comment dirais-je, d'esquiver un petit peu. Et ça a fait boule de neige. Donc en 2006, nous avons proposé au ministère des Finances comment réajuster, réévaluer le parc immobilier. Parce que ce que dit M. Benyamina, c'est vrai, sur le plan théorique, c'est ça. Mais la réalité, moi j'aime la réalité, nous sommes sur le terrain. La réalité, c'est que il n'y a pas de baromètre, il n'y a pas de zoning, même si ça existe comme ça, théoriquement, mais sur le terrain, ça n'existe pas. Vous allez chez les impôts, ils ont leur prix. Vous allez chez les banques, ils ont un autre prix. La réalité, c'est une autre chose. Vous allez chez les assurances, c'est un autre prix. Mais juste un point, pour les banques et les assurances, ils ont des experts comme M. Benyamina. Ils passent par où ces experts? Je vais vous dire, moi je suis un professionnel. Juste une information en fait aux téléspectateurs que M. Jama, ici présent, il a suivi une formation de 12 mois, très intéressante. Moi, j'étais convié à la remise des diplômes. Et en fait, c'est des experts évaluateurs formés par M. Benyamina, entre autres. Et c'est aujourd'hui, on a sur le marché algérien des experts qui sont diplômés, avec un diplôme international. Ils sont une soixantaine. Ils interviennent à quel niveau? Je pense. C'est les banques, les établissements, en fait, on fait appel à eux pour évaluer un bien intrinsèquement. On ne parle pas de prix, on parle de valeur intrinsèque d'un bien immobilier. C'est leur expertise, en fait, qui existe aujourd'hui.
et on aimerait bien que cette formation soit démocratisée, qu'on aura plus d'experts ou un agent immobilier, parce que c'est un agent immobilier, donc il a la double casquette d'expert et agent immobilier. Il est plus à évaluer la valeur intrinsèque d'un bien, et après, après on parlera de prix. En fait, en passant par les banques, c'est ce qu'elles font un petit peu. Si vous permettez la précision, la précision, c'est-à-dire je reviens toujours aux 4 articulations qui sont les fondamentaux de la formation absente, de ce professionnel absent sur le terrain. C'est que les fondamentaux, c'est le droit, le technique, l'économie et la partie fiscale. Il y a juste une précision à faire, que cette formation, on parle comment former les experts immobiliers. On ne va pas réinventer l'eau chaude. Cette formation a été basée sur un standing international, les compétences requises pour pouvoir s'attaquer au marché et construire une cartographie. Mais pour quelle utilité? C'est la première question qui se pose. Pour l'utilité, pour apprendre, je dis bien avec tout le respect que je dois aux citoyens qui m'écoutent, mais il faut apprendre à acheter. Qu'est-ce que j'achète avec 15 millions de dinars? Est-ce que j'achète une bâtisse sans permis de construire? Est-ce que j'achète un appartement où les parties communes sont délabrées? Est-ce que j'achète une habitation où il n'y a pas d'étanchéité? Attention, on parle d'un sujet important. On est où maintenant? On est dans un bien immobilier. Quand je quitte cette salle, je vais où? Je vais dans mon bureau, c'est un bien immobilier. Quand je quitte mon bureau, je fais chez moi, c'est un bien immobilier. On touche à l'essence. Il y a juste, pour moi, pour apporter une précision, effectivement, il y a plusieurs catégories. Mais restons sur la grande masse de la cartographie. Je reviens et je dis que la grande masse, elle est chez le citoyen. Même s'il y a des gens qui ont une aisance financière, ils se permettent d'acheter certains biens, mais si on voit sur la cartographie, c'est le citoyen qui est touché. Juste une précision aussi technique sur le marché. Monsieur Ouidet a parlé des impôts, le marché des impôts, le marché des banques, le marché réel et le marché informel. À un moment donné, on se pose la question, est-ce que c'est naturel? On est en train de dénaturer ce marché. Attention, c'est très naturel. Les gens, à un moment donné, quand ils viennent nous demander l'évaluation, ils nous posent la question suivante. Ils nous posent la question suivante. Qu'est-ce que vous allez prendre comme prix? Est-ce que vous allez prendre les prix des domaines? Et les gens confondent entre les domaines et la conservation. Attention, il faut savoir à qui on s'adresse. C'est dire aussi qu'ils ont des réponses divergentes d'un acteur à un autre. Plutôt, absolument. Et c'est là où le professionnel que je suis, qu'est M. Djama, et on est juste pour la précision, sur cette formation qui est du standard international. D'ici la fin d'année, il y aurait 80 experts. Avant, avec tout le respect que je me dois, et je dois aux experts qui sont sur le marché, j'aurai peut-être tout à l'heure l'opportunité d'apporter une précision. Qui sont ces experts qui sont en train d'agir? Quelle est la qualité de formation? Quelle est notre compétence? Alors donc, justement, pour parler du rôle que peuvent avoir ces experts, je vous propose d'avancer dans le débat et vous pourrez réagir, M. Ouidet, par rapport à cela. Par rapport à la question du blanchiment d'argent, peut-on dire aujourd'hui, est-ce que la crise qui a commencé à se profiler depuis, on va dire, fin 2014, la crise relative à la baisse du prix du baril de pétrole. On sait que lorsqu'il y a crise financière notamment, il y a un refuge, il y a des valeurs refuges. Les gens placent leur argent. On ne le dit pas officiellement, mais beaucoup d'argent ont retiré de grandes sommes des banques et ont dû les placer dans des valeurs refuges. Le secteur immobilier étant l'une des valeurs refuges, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une poussée de placement de fonds dans l'immobilier de 2014 à aujourd'hui? Oui, je dirais moi oui. Parce que moi, je voudrais revenir un petit peu sur l'évaluation, sur le prix réel et les déclarations. Notre sujet, c'est le blanchiment d'argent. Moi, j'essaye d'expliquer aux téléspectateurs, ou bien aux responsables algériens, que cette loi, s'il n'y a pas d'éléments qui accompagnent... Vous parlez de la loi du paiement? Non, je parle de la loi 0501. C'est le blanchiment d'argent. Parce que quand moi j'achète une villa à 15 milliards, je déclare 5 milliards. J'ai blanchi 10 milliards. Le vrai problème qui se pose, il est là. Parce que j'achète pour ça 15 milliards de centimes, je déclare 5 milliards de centimes, moi j'ai blanchi mon argent. Juste une précision. La définition du blanchiment, c'est d'argent gagné illicitement. Donc d'accord. Si j'ai 15 milliards attention. Donc on peut parler, en tout cas comme ça, ça ne répond pas à la définition du blanchiment. Voilà. Parce que si j'ai 15 milliards
sur mon compte, je le retire, j'achète un bien immobilier, je le déclare à 5 milliards, après c'est un autre débat. Parfait. Les 10 milliards, c'est pas vraiment de la du blanchiment. Vous parlez des gens... Après, ça viendra après. La source des fonds est un élément Après, les 10 milliards restants, ça sera potentiellement un revenu illicite. Et après, c'est comment donner un aspect licite à ces 10 milliards qui restent. Et ça sera du blanchiment, mais pas avant. Oui. C'est juste une précision. Pour moi, travailler dans l'illégalité, se faire de l'argent, que ce soit dans la drogue ou je ne sais pas quoi. L'illégalité ne serait-ce que par rapport à la sous-facturation. Déjà, l'évasion fiscale et tout ce qui s'ensuit, tout ça, c'est vrai. Mais être dans, je ne sais pas dans quel domaine, essayer de blanchir 15 milliards de centimes, c'est comme ça que ça se passe. Sur le plan théorique, ce que vous dites, c'est bon, c'est vrai. Mais la réalité, aujourd'hui, avec la loi sur les chèques, ça a bloqué complètement le marché. Parce qu'ils savent, il y a certains qui savent qu'il y a une déclaration de soupçon. Même si je dépose mon argent, je dépasse 100 milliards, et les impôts, ou la banque me prennent 7%, à la suite, il y a une déclaration de soupçon. Pas forcément. Ce n'est pas ce qui dit officiellement. Mais ça, c'est une autre question pour ce qui est de la conformité fiscale. La conformité fiscale, c'est... Oui. Non, il y a la conformité fiscale. Le problème est réglé. Le problème est réglé. Non, le problème est réglé. Enfin, il est en cours. C'est-à-dire que moi, ce que j'essaie d'expliquer, quand on fait une loi, je ne sais pas si cette loi a été faite parce qu'elle a été demandée par les Nations Unies, ou ça a été fait pour avoir une... Pour être en conformité également avec les organismes internationaux. Et pour essayer de faire, entre autres. Elle est là, c'est un droit positif. Non, mais il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner si on veut lutter vraiment contre le blanchiment d'argent. Dans notre secteur, par exemple, il y a des solutions. Comment faire barrage au blanchiment d'argent. Et essayer de créer cette traçabilité. La traçabilité, c'est très simple. D'abord, réévaluer le parc immobilier. Réévaluer, on va demander des experts de réévaluer tout le patrimoine algérien. Oui, la valeur est l'estimation, parce qu'il y a une estimation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On va demander carrément, on va interpeller l'administration, on va interpeller les banques. Oui, c'est ce qu'on a, c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait comme proposition. Mais est-ce que c'est réalisable sur terrain? Bien sûr, pourquoi pas. Moi, si vous permettez, M. Aouidat, il y a juste une précision que l'évaluation, c'est une demande, c'est une commande. Écoute, et on ne peut pas venir, nous, experts, demander par voie réglementaire le monopole sur cette opération. Non, je me l'interdis et je conseille... Ça existe, en économie, ça existe, réévaluer. Ça existe. Il y a un marché, ça a été fait en 2007. En 2007, qu'est-ce qui a été fait? La loi de juillet 2007 a permis à toutes les entreprises, publiques ou privées, attention, c'est important parce que ça a relancé la dynamique. Et là, si vous permettez que je fais un link avec les banques tout à l'heure. La loi de juillet 2007, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné la main à tous les secteurs publics et privés de réévaluer les patrimoines. Vous savez la première question qui a été posée? Qui est cet évaluateur? Attention, il y a deux professions. L'évaluateur, il calcule mathématiquement la valeur. L'expert, il interfère les 4 articulations de droit et d'économie technique que je dirais tout à l'heure. Mais revenons à l'application. C'était une commande générale. Pourquoi? Parce que l'État a donné un bonus au delta. Je dis bien au delta. Une entreprise publique ou privée, excusez-moi de vous prendre la parole, M. Aouidat, mais j'ai apprécié très rapidement. Puisque vous n'avez toujours pas répondu à ma question de savoir si, depuis 2014, il y a eu une poussée de placement de fonds. Je termine juste la précision. Donc, il y a eu une réévaluation du patrimoine immobilier entreprise. Et ça a permis à l'entreprise de donner réellement la valeur de son actif et ça a boosté plusieurs entreprises. Maintenant, concernant vous pouvez reprendre juste la précision de votre question, si vous permettez. La question consistait à... Je l'ai moi-même oublié. Depuis 2014, est-ce qu'il y a une poussée de placement de fonds? Alors, on parle de fonds, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, de fonds illicites dans le secteur immobilier. Juste une précision, dans le secteur immobilier. Juste une précision. Je pense que sur le plan académique, j'interpelle la nuance entre refuge et placement. L'immobilier, ce n'est pas un produit de refuge, c'est un placement. Mais lorsqu'on parle d'argent illicite, lorsqu'on parle d'argent issu d'activité, on parle de blanchiment, on parle de refuge. Je préfère autant qu'immobilier et je laisserai le soin aux spécialistes de parler de blanchiment. Mais pour un premier temps, je parle de delta, de la différence. Cette différence de prix, pourquoi elle y est? Parce qu'à un moment donné, quand on prend le process, et là, ce n'est pas de la théorie, c'est la pratique. Et je vais arriver à la pratique et à une différence qu'on a eu l'honneur et l'occasion de participer
participé à la demi-journée d'études qui a été organisée par El Keria. Cette différence, il faut d'abord comprendre, elle vient d'où? Est-ce que c'est uniquement de l'informel? Est-ce que c'est du blanchiment ou est-ce qu'il y a autre chose? Monsieur Hamdani, qu'en pensez-vous justement par rapport à absolument. Par rapport pour répondre à votre question, placement, puisque apparemment on est encore sur les définissements. Placement, valeur refuge lorsqu'on parle de blanchiment, c'est bien ça. Est-ce qu'il y en a eu davantage? Au fait, je répondrai directement à votre question qu'on n'a pas aujourd'hui de statistiques fiables. C'est tout le problème du secteur immobilier en Algérie. Pas d'enquête, donc pas de données. Nous avons essayé, nous, de dresser un petit bilan à la fin de 2015, mais avec les données qu'on a sur alkeria.com. Mais le problème, et comme je l'ai déjà dit, c'est la base de données, elle est peut-être une partie chez les notaires, elle est une partie chez les agents immobiliers, et surtout, comme il nous a bien éclairé M. Benyamina la semaine dernière, une partie dans la conservation foncière. Parce que tout contrat publié, il va atterrir à la conservation foncière. C'est une base de données. On a une base de données. En fait, on pourrait faire des calculs ou demander des statistiques, mais malheureusement, ces statistiques, elles ne sont pas publiables, elles ne sont pas disponibles à nous, les experts, pour faire des analyses. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'avancer pour dire qu'il y a eu beaucoup, en tout cas, même s'il y a eu des placements pour blanchiment d'argent en 2014, donc ça a été freiné par le décret exécutif de juin 2015 qui interdisait l'achat en liquide des biens immobiliers. Par rapport à l'interdiction d'achat en liquide à partir d'un certain montant, 5 millions de dinars, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'entre-temps, les Algériens, les citoyens algériens ont trouvé la solution pour esquiver cette mesure de paiement par chèque qui est la donation? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un phénomène qui est en train de se pratiquer dans le marché de l'immobilier? Mais la donation, elle est bien réglementée, hein, donc je laisserai M. Benyamina peut-être les plus Monsieur Jama, je pense que vous avez une idée sur la question. Mais la donation, elle est bien. On ne peut pas donner à n'importe qui. Bien sûr, il faut que ça soit premier degré. Premier degré, à ce moment. Est-ce que la pratique déjà est d'usage? Vous êtes acteur du secteur, je pense que vous avez une idée sur la question. Depuis l'instauration du paiement par chèque, est-ce que la donation est pratiquée aujourd'hui? Pas véritablement, mais je vais rebondir sur la loi 1551 qui fixe le seuil. Voilà. C'est un décret exécutif qui rentre dans le cadre de l'application de l'article 6 de la loi 0501. Oui. Merci, M. Hamdani. Merci. Donc pour dire qu'on est toujours dans la lutte anti-blanchiment. Parce que les gens, quand ils ont commencé à parler de ce décret exécutif, on parlait de l'immobilier, de la fraude, mais on a oublié que c'est sous l'égide de la loi anti-blanchiment. Il ne faut pas l'oublier. Absolument. Le constat, il est là. Le volume des ventes a reculé d'une manière importante, alarmante même. Maintenant, là, pour dire que c'est cette loi qui est la cause, je ne suis pas catégorique. Je ne peux être catégorique. Mais peut-être qu'il n'y a pas encore cette culture de paiement. Du paiement par chèque, de recourir. Beaucoup d'Algériens, en tout cas, qui en défendent, détestent aller aux banques. C'est pas moi qui le dis. J'aurais une question à poser aux agences immobilières. Monsieur Awidet, est-ce que la donation est de mise actuellement? Non, la donation, c'est au premier degré. On ne peut pas essayer de fuir. Elle a toujours existé aussi, oui, même avant cette loi. Mais elle est imposée aussi quand ce n'est pas le premier degré, le deuxième degré. Donc le problème qui se pose, cette loi n'a pas réglé le problème. Elle n'a pas réglé le problème parce que les gens continuent toujours à manipuler de l'espèce. Donc parce qu'ils ont jusqu'au 31 décembre 2016, je crois. 2016, c'est ça. C'est ça. Non, même les transactions. Non, ce n'est pas une amnistie à proprement dit. On va s'attirer les foudres du ciel. On parle de bancarisation. Exactement. Le détail. Mais juste une précision. Pardonnez-moi, il nous reste environ 10 minutes. Des questions très pratiques. Je pense que tout Algérien souhaiterait savoir comment vous, acteurs du secteur immobilier, êtes capable de détecter une volonté de blanchir de l'argent dans le cadre d'une transaction. On y arrive finalement. Allez-y, on fait un tour de table. Monsieur Jama, comment détecter ça? On n'a aucun moyen pour détecter cette volonté. Même pas du flair? Bah, là, c'est... c'est l'expérience qui parlerait. Oui, c'est l'expérience. Mais pour une déclaration de soupçon, il faut que le soupçon soit fondé. Oui.
Voilà. Et pour qu'il soit fondé, il faut qu'il y ait des mécanismes de vigilance. Exactement. On n'a rien reçu dans ce sens. Mais c'est à vous de les mettre en place. Mais comment les mettre en place? Est-ce que c'est avec le flair qu'on Et c'est encore d'autant plus difficile que de se dire, bon, ben, un client est venu chez moi, ben, je vais prendre son nom et je vais le transmettre à la cellule de traitement du renseignement financier. C'est une décision délicate, M. Benyamina. Si vous permettez, le vécu de l'agent immobilier. Vous savez, nous, depuis 1998, on parle de la relation contractuelle entre l'agent immobilier et le client, pour essayer de laisser de traces. Vous savez que la majorité ne signe pas les mandats. Donc, des fois, on n'a même pas le nom. Et ça nous arrive de ne pas accepter la transaction parce que le client qui est en face de nous ne veut pas laisser de traces. Ne veut pas laisser de traces. Et là, de facto, on est face à une situation de soupçon. Mais cet agent immobilier, c'est le maillon faible de cette loi. Parce que c'est lui la vitrine, c'est lui qui est risqué de payer une amende de 10 millions de dinars, c'est lui qui risque d'aller en prison. Mais en réalité, rien n'a été fait pour que ce professionnel ait connaissance d'abord de cette loi. Nous avons l'avantage d'être à la tête de la fédération, on sait ce qui se passe, mais l'agent immobilier, comment on appelle ça, le CRTF, le CTRF n'a même pas eu l'occasion de vulgariser. De vulgariser d'abord. C'est ce qu'on a essayé de faire. Exactement, c'est M. Ramdani qui a pris l'initiative en essayant 11 ans après. C'est 11 années après. C'est 2005. Oui. Exactement. L'autre Ramdani, oui. Vous pensez qu'il y a une déconnexion entre les... En fait, la loi, elle est très claire. Elle a le mérite d'être claire, en tout cas. C'est bien structuré. Il y a une partie, il y a beaucoup d'obligations vis-à-vis des assujettifs, donc que ce soit agents immobiliers ou banques, ou établissements financiers. Il y a toute une partie de formation et d'information, donc on exige des acteurs de la lutte anti-blanchiment d'être formés. Moi, j'ai beaucoup formé les banques et je forme toujours avec une école de formation. Et on essaie de leur inculquer, de leur montrer au fait les techniques et le soupçon, en fait, la détection, ce qu'on appelle en anglais les red flags. Donc c'est des petits drapeaux rouges, quand on les voit, il y a potentiellement un soupçon de blanchiment. Quand une personne qui arrive, ça clignote, et en fait, un agent immobilier, quand il y a une personne qui arrive, elle ne veut pas décliner son identité, parce que c'est une obligation de la loi aussi de demander une pièce d'identité avec photo et une résidence. C'est le minimum. C'est le minimum, mais ce n'est pas fait. En tout cas, beaucoup de monde ne le font pas. Et c'est ce qu'on appelle le know your customer, la connaissance de la clientèle. Ça commence par là, il faut connaître son client. Et après, il y a des listes. Donc c'est un process en fait, c'est un process tout un dispositif en fait qui permet de savoir si on est dans le rouge ou dans le vert. C'est ça. Et après, l'agent immobilier, il peut demander l'origine des fonds, dire il va acheter une villa de 10 milliards de dinars. Il a cette attitude. Mais c'est difficile tout de même pour l'agent immobilier de demander l'origine des fonds quand on sait que très peu de gens ont le courage d'aller recourir à l'agence immobilière. C'était difficile pour les banques aussi, mais ils le font. Ah, mais les banques n'ont pas le choix, elles ont la Banque centrale au-dessus de la tête. Monsieur Benyamina. Juste une précision, c'est vrai ce que vous dites, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ont la Banque d'Algérie sur le dos. Et ces professionnels, les autres professionnels, entre autres les métiers immobiliers, on n'a eu aucune instance de contrôle. Et c'est ça le problème en fait. On a eu une loi, elle est très bien, mais pour l'exécution, pour avoir un contrôleur qui va vérifier que les agents immobiliers, les promoteurs, les noteurs, les CAC, ils ont bien fait leur travail. On n'a pas cette instance qui réglemente aussi, parce que la loi, elle est un peu pas rigide, mais elle est peut-être pas assez claire pour l'ensemble des acteurs. Pour l'appliquer. On ne peut pas avoir les mêmes exigences avec une banque commerciale et avec un agent immobilier. Donc on a question de finances, on n'a pas les mêmes finances pour former, pour s'informer et pour mettre en pratique toutes les dispositions légales. Je vous repose la question autrement, M. Benyamina. Est-ce qu'aujourd'hui les agences, ou pas seulement les agences immobilières, on ne fait pas le procès aujourd'hui, les acteurs du secteur immobilier sont capables d'appliquer un process tel que le décrivait le Ramdani? Alors d'abord la 05, elle a précisé. Je parle du process qui détecte le process qui détecte, justement, c'était mon interpellation le jour de la demi-journée organisée par M. Ramdani. Je reviens toujours à la traçabilité. On a cité la première vague. Elle se termine où, cette transaction? Elle se termine au niveau de la conservation foncière et au niveau du fisc. Indépendamment du blanchiment, je parlerai de la différence. Parce qu'il faut d'abord détecter la différence et après, on va appliquer la loi. Est-ce que c'est de l'informel? Est-ce que c'est du blanchiment? Quelle est la source? Là, c'est le travail des spécialistes, ils y sont. Mais moi, en tant qu'expert immobilier, je dis une chose.
que l'information, elle est là. Ne me dites pas, excusez-moi, ne me dites pas que lors d'une transaction, on sait sur le terrain que le bien coûte 30 millions de dinars. Autant qu'expert évaluateur, où là, par rapport le marché, le prix et la valeur, l'offre et la demande, on sait que le bien coûte 30 millions de dinars. Puis on voit au niveau de l'acte notarié, au niveau de la transaction, on voit 10 millions de dinars. Tout le monde est au courant. Maintenant, qui déclenche cette déclaration de soupçon? La loi est claire, elle a arrêté les personnes physiques et morales qui détectent ça. Maintenant, concernant la banque, attention, je suis expert évaluateur au niveau de la banque. Ce qui est bien au niveau de la banque, c'est qu'il y a la traçabilité du capital avec lequel on achète. Et même quand on évalue pour la banque, pour une garantie hypothécaire, on donne une valeur future et on voit est-ce que cette valeur future, elle est comment interceptée par rapport au marché. Donc, attention, il y a une traçabilité, elle est là. Peut-être que pour une crise donnée, je ne sais pas, je cherche mes mots, que l'agence immobilière est éjectée et il est contrecarré par d'autres qui sont dans l'informel. Ça, effectivement, c'est un problème. C'est une réalité. Mais c'est une réalité. Mais ce n'est, je ne veux pas réduire, mais surtout pour situer, positionner et donner le vrai poids, ce n'est qu'un acteur qui est absent. Donc réajustons. L'administration est un acteur. Deux minutes pour poser une dernière question, messieurs. On ne peut pas parler de blanchiment sans penser à un épisode qui est quand même passé, celui d'un achat massif de la part de citoyens algériens de biens immobiliers se trouvant à l'étranger, notamment en Espagne. Ce n'est un secret pour personne. Plusieurs agences immobilières, plusieurs courtiers, Smasria, comme on dit en Algérie, ont donc vendu des biens immobiliers de l'étranger. Sommes-nous face à justement une preuve inéluctable que le blanchiment d'argent en Algérie a été largement pratiqué et sans que les pouvoirs publics ne soient dérangés surtout? C'est dire que, si vous me permettez, honnêtement, moi j'essaie d'être toujours pratique et le vécu de l'Algérie et de l'Algérien. Même l'État ferme les yeux. Parce que tout le monde est au courant que les Algériens sont en train d'investir à l'étranger. Comment qu'ils transfèrent de l'argent? Les questions restent posées. Donc, vous allez me dire que on est en train de préparer les choses petit à petit. C'est bien. Mais prenons les choses sérieusement et essayez de ramener ces acteurs, comme a dit M. Benyamina, on fait partie de ces acteurs qui luttent ou bien qui déclarent les soupçons s'il y a une transaction immobilière. Pour y arriver, il faudrait d'abord essayer de ramener ce professionnel à ce que, même s'il y a une loi, même si l'État doit prendre une loi pour 3 ou 5 ans, comme ils l'ont fait avec la loi 0815, pour l'achèvement des travaux, cette loi va obliger l'Algérien à passer par l'agent immobilier. D'abord, il a posé la question à M. Benyamina tout à l'heure en disant comment évaluer tout le parc immobilier. Pas le comment, c'est-à-dire la densité, la masse densité, plutôt. non, et ça vient, c'est pas en un jour. Non, c'est pas en un jour. C'est-à-dire mettre les éléments en place. Ce professionnel, d'abord, il sera pénalement responsable s'il sous-évalue le bien immobilier. Si quelqu'un, si M. Ramdani se présente chez moi, il vend son appartement, moi je sais qu'il coûte 3 milliards, lui il déclare 10 millions de dinars, moi je n'oppose pas mon cachet en disant qu'il coûte 10 millions. Déjà, et vous faites une déclaration de soupçon. Exactement, exactement. Et c'est comme ça que ça. Mais il faudrait créer un environnement où cette loi 0501 pourra vraiment être appliquée. Je pense qu'on a compris, M. Aouidet, mais il nous reste maintenant, à présent, 1 minute environ, en fait, pour répondre à la question par rapport au placement, pour l'achat à l'étranger, pour ne pas réduire l'achat qu'en Espagne. Au fait, le problème, c'est qu'il n'y a personne qui fait une déclaration de soupçon. Et c'est ça ce qui est plus dramatique. Parce que la CTRF, elle ne peut pas s'autosaisir, mais la faute, en tout cas, le devoir incombe aussi aux Espagnols, parce que dans un passé très proche, les Espagnols, ils ont fait une plainte, ils ont déposé une plainte en Algérie pour soupçon de blanchiment d'argent d'Algériens qui voulaient acheter en Espagne. Donc ça existe au fait. Et c'est à la banque espagnole ou le notaire espagnol ou étranger de demander l'origine. Ils le font bien, des fonds. Et après, qu'on est algérien ou maltais, c'est la même chose. Et après, on va demander l'origine des fonds. Si on a un soupçon, il y a l'Algérie, elle a adhéré, la CTRF a adhéré à ce qu'on appelle le groupe Egmont. Et au fait, c'est un réseau international où les CTRF
Les STRF internationales, elles communiquent entre elles. Et échangent les données, oui. Avant de finir, en fait, on a parlé de blanchiment d'argent, mais il ne faut pas oublier qu'il y a la lutte contre le financement du terrorisme. Oui, qui est une autre question également. Et en fait, qui est dans la même loi, et tous les agents immobiliers, y compris, ils ont cette obligation. En fait, elle est très simple, c'est d'essayer de filtrer sa clientèle en entrant en relation dans la liste des Nations Unies. Et nous, on a proposé un système de filtrage qui le fait rapidement, donc en consistant un an. On tape en recherche et on voit si le nom il figure dans la liste ou pas. Lotfi Ramdani, merci. Messieurs, nous arrivons au terme de cette émission. Nous avons largement dépassé le temps. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que nous avions avec nous Monsieur Djama Hakim, agent immobilier, expert immobilier. Merci d'avoir été avec nous. Monsieur Benyamina, expert judiciaire immobilier. Merci d'avoir été avec nous. Monsieur Lotfi Ramdani, le fondateur d'Elkeria.com et Monsieur Awidat Abdel Hakim, président du Fédération nationale des agences immobilières. Je rappelle que la thématique de ce soir portait sur le secteur de l'immobilier et du rôle des acteurs du secteur immobilier pour lutter contre le blanchiment d'argent. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique liée à l'actualité économique. Pour ceux qui auraient pris l'émission en cours de chemin, la rediffusion est prévue pour demain à partir de 11h. Très bonne soirée à tous. Au revoir.